Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Branché TV. Vous êtes près de 250 à nous suivre ce soir sur cette émission dédiée aux recommandations sur l'antibioprophylaxie, une recommandation importante qui a fait participer l'ensemble des sociétés savantes concernées, anesthésistes et chirurgiens et interventionnels. Eh bien, avec moi sur le plateau, j'ai l'immense plaisir de partager le plateau avec le docteur Olivier Leroy, qui est infectiologue, réanimateur, c'est quasiment un ami pour moi. Et donc, bonsoir Olivier. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Donc, on va peut-être attendre de 3-4 minutes, Olivier, juste pour rappeler que tu es le directeur médical chez Branchet. Tout à fait. Et que donc, moi, je suis directeur du pôle anesthésie-réanimation et gynéco-obstétrique. Et que donc, je pense que c'est important qu'on puisse faire un point ce soir sur ces recommandations qui nous concernent au jour le jour. Il n'y a pas une intervention, enfin il y en a très peu qui ne sont pas concernés par l'antibioprophylaxie. Et donc, je pense que la discussion sera intéressante. Je pense que l'auditoire est composé à la fois d'anesthésistes, de chirurgiens, et donc on pourra avoir une interaction. Je vous rappelle que tout au long de l'émission, vous pouvez réagir ou poser des questions directement dans le chat. Donc, on va s'aider d'un certain nombre de petites vignettes cliniques pour argumenter notre propos. On n'ira évidemment pas dans le détail de toutes les recommandations parce que c'est impossible, ça nous prendrait quelques jours. Et donc, on va aller à la fois ce qui prête à discussion, ce qui pose un certain nombre d'interrogations qu'on a entendues soit sur le site de l'ASFAR, soit par les collègues chirurgiens, orthopédistes, pour ne pas citer cette spécialité. Et donc, on sera ravis d'échanger avec vous. Donc, n'oubliez pas le chat qui est à votre disposition. Voilà, Olivier, quoi d'autre à rajouter sur ces recommandations ? Alors je crois qu'elles apportent, c'est un réel progrès parce qu'elles apportent beaucoup de réponses à des questions qui étaient soulevées à la suite des précédentes recommandations. Par exemple, la question du timing, il y avait certaines incertitudes autour des 30 minutes avant, après, à cheval, enfin c'était très compliqué. Sur les doses des antibiotiques, enfin des céphalosporines en particulier, avec l'histoire de ce BMI, et puis après ce BMI et ce poids, et donc où est-ce qu'on en est régler une bonne fois pour toutes le nombre de doses de l'antibioprophylaxie, ça je pense que c'est important, et un certain nombre de situations, en particulier dans une spécialité qui est la médecine et la chirurgie esthétique, où avant c'était assez flou. Maintenant, c'est très précis et je pense que c'est un réel progrès. Et je pense sincèrement que ces recommandations apportent beaucoup de réponses aux questions que se posaient les chirurgiens et les anesthésistes. Donc, ce sont pour moi de bonnes recommandations. Et tout est toujours améliorable, on est toujours d'accord. Mais globalement, c'est un réel progrès. Oui, je tiens à dire que pour avoir été au conseil d'administration de l'ASFAR, ces recommandations évoluent avec les réflexions des uns et des autres, donc ce n'est pas des choses qui sont figées. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on va s'apercevoir finalement, avec un certain nombre de nouvelles recommandations, qu'un certain nombre d'entre vous ont été épinglés, entre guillemets, au cours d'expertise sur des sujets qui n'ont plus cours avec ces nouvelles recommandations. Tout à fait. Donc, on donnera quelques exemples. Oui. On verra quelques exemples. Bon, il est 19h30, je pense que normalement tout le monde est connecté. Je te propose, Olivier, de commencer cette Web TV. Merci Hervé. Je t'en prie. Voilà, donc comme l'a dit Hervé, je suis directeur médical de Branchet. Ça c'est Lille fin janvier, c'était très beau. Maintenant c'est la pluie, c'est un peu différent, mais voilà. Donc tout d'abord pour vous montrer que ces recommandations formalisées d'experts, comme ça s'appelle, émanent d'un grand nombre de sociétés savantes. C'est-à-dire que, comme l'a dit Hervé, il n'y a pas que les anesthésistes ou les infectiologues. La grande majorité des sociétés savantes de chirurgie françaises ont participé à l'élaboration de ces recommandations.
Alors, exemple de recommandations un petit peu floues des années précédentes. Hein. Donc, un patient 105 kg, 1m72, donc avec un IMC borderline, 35,5, qui a un pontage fémoro-poplité, avec une antibio-prophylaxie par céphalosporine. Donc ça, c'est bon, mais 2 grammes, c'est peut-être pas bon. 8h45 pour une incision à 9h05, donc 20 minutes avant. Et donc, ce dossier a eu beaucoup de mal auprès des experts qui ont dit que la dose n'était pas bonne et que le timing n'était pas bon, parce que 20 minutes, c'est trop tôt. Ou trop tard, enfin il faut le faire à distance, donc c'était très compliqué. Donc vous verrez, on apporte des réponses à ces questions. Alors, tout d'abord, une précision, hein, donc ce référentiel ne rentre pas dans la discussion de qu'est-ce qu'est un patient allergique. Il ne veut pas rentrer là-dedans. Je pense qu'il y a un travail qui est fait par plusieurs sociétés savantes qui ne va pas tarder à sortir. Sur ces définitions, mais donc ce n'est pas le propos de cette recommandation. Il faut simplement savoir que si un patient est considéré comme allergique, il faudra utiliser un deuxième choix, et ce deuxième choix est un choix moins bon. C'est-à-dire que le taux d'infection qu'on observe en cas d'emploi de ce deuxième choix est plus élevé que si on utilisait la molécule de référence qui est généralement une bêta-lactamine. Donc ça, c'est important. C'est important ce que tu dis, Olivier, parce qu'effectivement, l'attitude des anesthésistes, en tout cas la mienne, je ne sais pas si on peut le généraliser, mais je pense qu'il y a beaucoup qui font comme moi. À partir du moment où le patient dit « je suis allergique », on ne va pas tellement chercher plus loin, et on lui met la molécule alternative. Maintenant qu'on sait qu'effectivement, il y a une conséquence en termes d'infection post-opératoire, même si le delta n'est pas forcément, mais il est significatif, semble-t-il, quand même. Oui. Il faut probablement pousser un peu les investigations un peu plus loin que l'interrogatoire simple. Alors, comment, on n'en sait rien, on verra probablement avec ceux qui font les recommandations sur l'allergie. Michel Mertès aura l'occasion d'en reparler avec vous, mais je pense qu'il faudra un petit peu changer d'attitude. Oui, je pense qu'il faudra essayer de mieux catégoriser l'allergie, à quelle molécule, quand, par rapport à la situation présente, par rapport à la chirurgie envisagée, quel type de réaction. Donc je pense que ça, c'est très très important. La deuxième chose, donc, ce sont des recommandations, hein, donc elles ne sont pas là pour remplacer, balayer tout ce qui a été fait auparavant dans un grand nombre d'établissements. Et donc il est possible d'imaginer que ces recommandations puissent être modifiées par un certain nombre d'équipes parce que leur écologie bactérienne ou leur patientèle est différente de celle des autres et ils doivent donc s'adapter. Il faut simplement savoir, donc réflexion un petit peu médico-légale, hein, ces recommandations sont classées, ça c'est quelque chose de nouveau, hein, en grade 1, c'est-à-dire de 1 à avis d'expert. Avis d'expert, c'est un certain nombre de gens qui sont compétents sur le sujet se sont mis d'accord. Maintenant, ils n'ont pas la science infuse, il n'y a pas beaucoup de données scientifiques. Et éventuellement, si vous pensez que ce n'est pas bon, vous pouvez peut-être penser différemment. Si c'est une recommandation de grade 1, c'est généralement scientifiquement rigoureux, avec beaucoup de data pour dire qu'il faut ou qu'il ne faut pas faire. Et donc, si vous dérogez à cette recommandation, c'est un peu plus difficile, je pense, de défendre, parce qu'il faut vraiment beaucoup d'arguments. Donc ça, c'est important, je pense également, je me permets de souligner ce point-là, c'est-à-dire que les choses peuvent évoluer essentiellement sur les avis d'experts, mais avec des arguments, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire « nous, on a décidé à la clinique de modifier les choses sans avoir une explication derrière, écologique, particulière à l'établissement, éventuellement la littérature qui a été modifiée récemment ». Et ça, c'est donc quelque chose d'important. Juste pour rappel, on en parlera plus tard, mais la recommandation sur les gametoplasties, c'est un avis d'expert. Donc ça peut évoluer. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que les choses ne sont jamais figées, surtout sur ces recommandations dont le niveau de preuve est relativement faible. Tout à fait. Alors, les experts ont tout d'abord répondu à 5 questions.
Quand faut-il administrer de l'antibioprophylaxie par rapport à l'incision, à l'acte, à la pose du garrot? Faut-il réadministrer une ou plusieurs doses d'antibiotiques pendant la procédure chirurgicale? Combien de temps faut-il administrer l'antibioprophylaxie? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut la prolonger au-delà du bloc opératoire? Faut-il modifier les modalités chez l'obèse? Et enfin, une question nouvelle, qui n'a jamais été envisagée auparavant de mémoire, c'est les patients colonisés par des entérobactérales sécrétrices de bêta-lactamase à spectre étendu, est-ce qu'il faut modifier l'antibioprophylaxie? Donc vous verrez que les réponses sont très intéressantes. Alors on va vous les poser sous forme de quiz. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, vous ne pourrez pas répondre au premier quiz. Quand faut-il administrer l'antibioprophylaxie? Donc je vous pose les questions de la façon suivante. Donc entre 30 et 60 minutes avant l'incision, le garrot, entre 0 et 30, entre moins 15 et plus 15, donc à cheval sur l'incision ou le garrot, entre 0 et 60 minutes avant l'incision, ou entre 15 et 45 avant le garrot. Bon. On ne va pas faire durer le suspense. Donc la bonne réponse, la réponse officielle, je vous la montrerai, c'est entre 0 et 60, ce qui veut dire que toutes les autres sont bonnes, sauf celles qui dépassent l'heure d'incision. À partir du moment où, comme c'est écrit pour les céphalosporines, donc c'est au plus tôt 60 minutes avant et au plus tard avant l'incision chirurgicale ou le début de la procédure ou la pose du garrot. Donc je pense que pour la grande majorité des équipes, c'est quelque chose de jouable assez facilement. 30 minutes, c'était flou, donc plus 15, plus 45, c'était compliqué. Je veux bien croire quand les interventions s'enchaînent que ça va très très vite. Je comprends que ça puisse être compliqué. Là, dans l'heure qui précède, je pense qu'on devrait avoir moins souvent hors sujet. Deux réflexions là-dessus, Olivier. La première réflexion, c'est qu'on a encore vu tout à l'heure en expertise un horaire pas précis d'administration d'une antibioprophylaxie. Ouais. Donc je ne peux que répéter qu'il ne s'agit pas uniquement d'écrire le nom de l'antibiotique qui peut prendre 2 heures sur une feuille d'anesthésie. Il faut surtout mettre la flèche qui correspond à l'heure d'injection. Alors évidemment, ceux qui sont informatisés, c'est noté correctement, mais pour ceux qui ont encore des versions papier, il y en a encore quelques-uns, n'oubliez pas, parce qu'il y a des experts qui sont pointilleux et qui vont rechercher, et ceux qui sont pointilleux considèrent que juste mettre le nom de l'antibiotique qui a été utilisé ne suffit pas à préciser l'heure. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point important, et Olivier l'a dit, c'est par rapport à la pose du garrot en orthopédie. Je ne suis pas sûr que ce soit précisé dans les recommandations, mais c'est important de considérer que ça peut être le garrot. On espère qu'il n'est pas gonflé trop longtemps avant l'incision, mais il peut arriver que pour des raisons XY, que ce soit un peu plus long que prévu. Ouais. Et c'est l'heure du garrot qu'il faut prendre comme timing qui équivaut à l'incision pour les autres interventions sans garrot. On est d'accord avec ça ? Oui, une fois que le garrot est posé, il n'y a plus rien qui va en aval. Donc, il ne se passera plus. Ça ne passera plus. Donc, c'est dans l'heure qui précède la pose du garrot. Voilà. Et après, il ne faut pas trop tarder pour, bien évidemment, la réalisation de l'acte. Alors, concernant la Vanco, donc, on a eu au cours des dernières années, pas mal de modifications, 30 mg kg, 20 mg kg sur 1 heure, sur 2 heures. Bon. Donc là, on est arrivé à 20 mg kg sur 1 heure, ce qui peut dépasser chez le patient assez rond la dose d'1 gramme. D'habitude, on dit 1 gramme heure. Donc là, on va rapidement dépasser 1 gramme heure, mais bon, voilà, c'est pas précisé plus. Donc, à débuter au plus tôt 60 minutes et au plus tard 30 minutes, ce qui vous donne donc les deux schémas d'en dessous. Comme l'administration doit durer 1 heure,
Si vous débutez au plus tôt 60 minutes, c'est de moins 60 à 0. Et si vous débutez 30 minutes, ça vous fait dépasser un petit peu l'incision. Mais on considère que la concentration tissulaire obtenue par déjà les 30 premières minutes de perfusion est cohérente pour apporter une prophylaxie. Bon, voilà. Il n'y a pas de précision sur la dose maximale à ne pas dépasser. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Peut-être ça sera précisé à un moment ou à un autre, mais dans l'immédiat, on en est à 20 mg kilo. Voilà. Parce que les précédentes recommandations, Olivier, on avait un cut-off à 2 grammes, c'est ça? Ou comment ça se passait? Oui, c'était 20 mg kilo sur 120 minutes sans dépasser 2 grammes. Bon, peut-être, c'est peut-être précisé dans le texte long, je ne crois pas qu'on l'ait vu, mais si c'est important, ça sera sûrement précisé ultérieurement. D'accord. Ouais, voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il faut réadministrer une ou plusieurs nouvelles doses d'antibioprophylaxie au cours de procédure? Et si oui, quand? Donc, les propositions sont les suivantes. Alors, je lance le quiz, voilà. Donc, toutes les 2 heures pour la céfazoline, toutes les 4 heures pour la céfazoline, toutes les 2 heures pour le céfuroxime, toutes les 8 heures pour la vanco et toutes les 4 heures pour la clindamycine. Donc, voilà, le vote est ouvert. Voilà, je vous demande de voter parce que là, pour l'instant, personne ne vote. Or, il y a du monde connecté. J'ai déjà quelques questions. Ah, c'est parti. C'est parti. Ça, c'est important, les réinjections. On peut se faire aussi épingler là-dessus, sur l'absence de réinjection. Il faut tenir compte des demi-vies des molécules. On le verra après dans les explications. Et je pense que c'est important d'anticiper tout ça. Alors, souvent, c'est quand les interventions durent anormalement ou quand des gens sont en formation dans des établissements qui les reçoivent ou on a des interventions qui durent plus longtemps, il faut se méfier de cette durée d'intervention et adapter les réinjections d'antibiotiques à ces durées. Donc, je vous laisse encore voter 5 minutes. On verra les questions, il y en a déjà quelques-unes. Et donc, on les verra au fur et à mesure, si vous voulez bien, parce que je pense que certaines de ces questions trouveront leur réponse dans le diaporama, dans le reste du diaporama. Voilà, là j'ai, toutes les 2 heures pour la céfazoline, j'ai 12% de réponses positives. Toutes les 4 heures pour la céfazoline, j'ai 88% de réponses positives. Toutes les 2 heures pour la céfuroxime, j'ai 44% de réponses positives. Toutes les 8 heures pour la vanco, 13%. Et toutes les 4 heures pour la clindamycine, 33%. Bon, il y a du boulot. Voilà. Donc, voilà les réponses correctes. Donc, céfazoline toutes les 4 heures, donc ça, la grande majorité d'entre vous ont cette notion. Pour la céfuroxime, c'est toutes les 2 heures. Pour la vanco, c'est nouveau parce qu'on n'en parlait pas avant, mais il faut réinjecter toutes les 8 heures. Après, je pense que ce n'est pas fréquent les interventions qui durent plus de 8 heures. Sauf peut-être pour la chirurgie cardio-thoracique. Et toutes les 4 heures pour la clindamycine. Donc, ces recommandations, elles sont liées uniquement aux questions des demi-vies de ces molécules. Et donc, on demande de réinjecter toutes les 2 demi-vies la moitié de la dose initiale. Ce qui nous fait donc, pour céfoxytine, donc toutes les 2 heures, 1 gramme, céfuroxime, 750 mg toutes les 2 heures, augmentin, 1 gramme toutes les 2 heures, céfazoline, 1 gramme toutes les 4 heures, clinda, 450 mg, puisque la dose de charge elle est de 900 mg, et la vanco, demi-dose, donc 10 mg kilo. On ne réinjecte pas les molécules préconisées de temps en temps, que sont gentaflagile et Teico, qui ont des demi-vies très longues, et donc pour ces molécules, il n'y a pas de réinjection. Donc, vous voyez que cette réadministration, c'est un grade 1 à corps fort, c'est-à-dire que normalement, ça ne peut pas être modifié, ça ne doit pas être modifié. Voilà, il faut réadministrer des antibiotiques quand l'acte chirurgical ou la procédure dure plus longtemps que la moitié de la demi-vie de l'antibiotique. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut trouver un moyen mnémotechnique? Peut-être, il faudrait que vous trouviez ça chacun de votre côté pour qu'on arrive à ne pas oublier à la fois la demi-vie de la molécule et puis... alors, l'afficher, bien sûr, dans vos blocs opératoires respectifs, mais c'est important de respecter ça. Si on trouve un moyen mnémotechnique, on vous le fera parvenir. Après, la grande majorité des antibioprophylaxies reposent sur céfazoline ou clinda, qui est l'alternative chez le patient allergique ou supposé allergique. Donc là, c'est toutes les 4 heures. Pour les autres, c'est 2 heures, à l'exception de la vanco. La vanco,
Vous savez tous depuis longtemps qu'on ne réinjecte pas la vanco toutes les 2 heures. Hein, donc, c'est pas très compliqué. Je pense que, comme l'a dit Hervé, hein, il faut le programmer. C'est-à-dire que, peut-être pas la céphazoline, parce que 4 heures, ça laisse du temps, mais céfoxytine, chirurgie digestive, ça peut dépasser 2 heures assez facilement. Et donc, il faut prévoir la réinjection, parce que généralement, quand ça dépasse le temps initialement prévu, c'est parce que c'est compliqué, il se passe quelque chose d'anormal, et dans le feu de l'action, ça peut sauter, et on oublie, sauf si on l'a programmé, parce que quelqu'un va peut-être voir le triangle, la flèche, ou je ne sais pas quoi, et va procéder à la réinjection. Bon, voilà. Les questions, tu veux qu'on y réponde à la fin? Oui. Oui, alors on peut commencer, hein, cela dit, ça va faire un peu de respiration. Alors là, bon, ça je vais répondre après. Voilà. Bon, il y a beaucoup de questions sur la soft-cote et la façon dont les questions ont été posées concernant les gantoplasties. Ça, je pense qu'on le verra à la fin, puisqu'on a des réponses, bien sûr, à vous donner. Je vérifie qu'il n'y a pas de... Quelqu'un qui me semble que la dose de 3 grammes est marquée pour la vancomycine dans le texte. C'est le docteur Kurdi. On vérifiera et puis on vous le signifiera ultérieurement. Après, il dit c'est 4 mg max pour la vancomycine. Il y a un vrai problème sur la dose maximale. Il faut qu'on lise ça. Sincèrement, j'ai à peu près tout lu, mais quelquefois il y a des petites étoiles en bas de page que j'ai pas lues. Mais 3 grammes de vanco sur 1 heure, ça me paraît difficilement concevable. Quand même. C'est ça. Si on veut éviter Radman syndrome, voilà. Alors, question suivante. Combien de temps faut-il administrer l'antibioprophylaxie ? C'est-à-dire qu'au-delà du bloc opératoire, est-ce qu'on peut éventuellement prolonger ? Et donc, voilà les questions posées uniquement pendant l'acte chirurgical, pendant les 24 heures au-delà de l'acte, jusqu'à la sortie du patient, pendant 48 heures au-delà de l'acte, ou bien jusqu'à l'ablation des lames ou des redons. Allez-y, votez, voilà. Le quiz est lancé, normalement. Vous devriez pouvoir commencer votre vote. C'est parti, j'ai vu que c'était en cours. Ça, c'est également important, cette question. Oui, sur l'antibioprophylaxie, il faut la programmer avant. Encore une fois, on a vu ensemble, dans une expertise, une erreur d'antibiotique qui est faite au dernier moment au bloc opératoire. Ça aurait été anticipé en consultation d'anesthésie chez un patient qui était allergique à une classe d'antibiotiques. L'infirmier anesthésiste qui s'occupe du patient aurait vu la contradiction entre ce qu'on lit dans le dossier d'anesthésie au niveau de la consultation d'anesthésie et ce que s'apprête à faire l'anesthésiste en disant « fais-moi ça ». Et là, il y a une barrière supplémentaire qui permet d'éviter qu'on se trompe et qu'on injecte éventuellement un antibiotique qui n'aura pas d'efficacité sur le germe qui va pousser. Donc, il faut absolument mettre ces barrières en place. Alors, sans plus tarder, parce qu'il n'y a pas tellement de suspense finalement, 90% uniquement pendant l'acte chirurgical, 2% pendant 24 heures au-delà de l'acte, 8% pendant 48 heures et 0% jusqu'à l'ablation des lames ou du redon. Parfait. Donc la bonne réponse, c'est uniquement pendant l'acte chirurgical, donc au bloc opératoire. Donc là, on a fait beaucoup de progrès. Hein. Si vous relisez les recommandations, en 2010, on disait peut-être pas dépasser 48 heures. En 2017-2018, allez, dépassons pas 24 heures. Et là, dépassons rien du tout. C'est fait au bloc opératoire, point final. Donc, vous voyez, il n'est pas recommandé, et donc c'est un grade 1 à corps fort. Dans la très grande majorité des cas, de prolonger, et les exceptions, vous les trouverez dans les tableaux de chaque type de chirurgie. Alors ensuite, faut-il modifier les modalités d'antibioprophylaxie chez l'obèse ? Vous vous rappelez qu'on était obligé d'augmenter les doses de céphalosporine en fonction de l'IMC, en fonction du poids, et donc il fallait prendre les deux en compte, ce qui n'était pas simple. Donc là, c'était peut-être un petit peu modifié. Et donc, faut-il doubler les doses de céphalosporine ? Donc, un IMC supérieur à 35, un poids supérieur à 100, un IMC supérieur à 45, un IMC supérieur à 35 et un poids supérieur à 100.
Enfin, un IMC supérieur à 50. Alors, la dernière question, c'est bien ce que vient de dire Olivier, parce qu'elle s'est inscrite poids supérieur à 120 sur vos tablettes. En fait, c'est IMC supérieur ou égal à 50, la 5e proposition. IMC supérieur à 50 kg par mètre carré. D'accord ? Donc, répondez en fonction de cette 5e proposition que je vous donne et pas le supérieur à 120 kg. On vous laisse voter, c'est pareil, ça, les doses, les modalités d'administration, les doses doublées, ça nous a valu un certain nombre de difficultés en expertise, d'ennuis avec certains experts parce que voilà, ils suivaient les recommandations de l'époque et il se trouve que vous allez voir que ces recommandations ont changé et je pense que notre présence ici est importante puisque certains d'entre vous n'ont pas ces notions en tête et ça va vous simplifier la vie, il faut dire les choses comme elles sont, ces nouvelles recommandations. Je vous laisse encore voter parce que ça bouge un tout petit peu encore les votes. Là, j'ai sur la chirurgie bariatrique dans les recommandations, en cas d'allergie au bêta-lactamine, 6 antibioprophylaxies indiquées dans ces tableaux, 6 céphazoline Vanco 20 mg par kilo IVL, sans préciser de dose maximale. Ouais. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait une précision sur la dose maximale, mais encore une fois, on peut avoir loupé un petit astérix quelque part, c'est pour ça qu'on vous tiendra informé. Voilà, alors, initialement, heureusement que j'ai précisé supérieur à 50 kg par mètre carré, puisque il n'y avait aucune réponse sur cet item, et maintenant il commence à y en avoir. On va figer les choses. On va dire qu'on a 8% qui répondent supérieur à 35 kg par mètre carré, 12% poids supérieur à 100 kg, 30% IMC supérieur à 45 kg par mètre carré, 15% IMC supérieur à 35 kg par mètre carré et poids supérieur à 100 kg, et 50% qui répondent IMC supérieur à 50 kg par mètre carré. Qui est la bonne réponse. La parole. Voilà, c'est la bonne réponse. Et donc, recommandation de grade 2, mais au conditionnel, ou presque. Il n'est probablement pas recommandé d'augmenter la dose unitaire de céphalosporine, en dehors des cas très particuliers, c'est-à-dire des patients qui ont un IMC supérieur à 50, qui commence à être assez considérable. Donc pour les autres, on revient en arrière. Je suis d'accord avec vous. Il fallait doubler, et on était peut-être peu nombreux sur la planète à doubler les doses. Alors les experts qui ont regardé cet item se sont rendus compte que finalement les céphalosporines c'était des molécules très hydrophiles, que le volume de distribution il change pas tellement chez un patient obèse en fonction de la masse grasse, et puis pas de corrélation entre les concentrations sériques, l'IMC et le poids. Donc finalement s'il est gras, comme on va que dans l'eau, et que l'eau n'a pas beaucoup changé, la dose n'a pas besoin d'être augmentée. Bon, voilà, c'est une assez bonne nouvelle, parce que ça simplifie considérablement les choses. On n'est pas obligé de se demander dès que le malade arrive, ouais, 35, plus de 100, ça, c'était compliqué quand même. IMC supérieur à 35 et poids supérieur à 100, c'était compliqué. Et on le voyait assez souvent en expertise. C'est assez difficile d'estimer l'IMC parce que vous avez des petits qui sont gros et puis des grands qui sont... Voilà, et ça donne des chiffres qui sont parfois un peu étonnants. Voilà. Alors, j'ai une question, excuse-moi, Olivier, qui est, en revenant un peu en arrière, c'est le docteur Nathan qui me dit quid si le chirurgien souhaite prolonger de 24 heures l'antibioprophylaxie? Alors je dis ce que je dis toujours, c'est une réponse qui est sûrement bête, mais le chirurgien il a fait des études, il peut aussi prescrire des médicaments, il est docteur, donc s'il veut prolonger, il prend sa responsabilité, mais l'anesthésiste n'a pas à prolonger parce que le chirurgien vous le veut. Si le chirurgien le veut, il le fait, pas de problème. Alors moi je vais aller un tout petit peu au-delà de ça. Tu nous dis qu'on ne prolonge jamais au-delà du geste, sauf quelques exceptions qui sont alors ici, dans les tableaux, il y a quelques indications d'antibiothérapie plus prolongées. Donc voilà, il faut s'y référer. Et bien évidemment, il faut jamais dire jamais, mais pour une chirurgie standard, one shot, simple, ambulatoire, en principe, on ne va pas dépasser, quoi. Parfait. Alors, pour les patients de chirurgie bariatrique, donc, qui malheureusement peuvent avoir un IMC supérieur à 50,
faut visiblement mettre un peu plus d'antibiotiques. Et donc, les experts proposent de réfléchir, centre par centre, comment vous voulez faire. Hein. On peut augmenter les doses, mettre 4 grammes de céphalosporine par exemple, mais on peut aussi raccourcir l'intervalle de réinjection. Donc par exemple, céphalosporine toutes les 2 heures, en faisant 2 grammes, 2 grammes, ou bien faire une perfusion continue, qui je pense est le bon choix. Alors c'est compliqué parce qu'il faut une seringue électrique, mais une fois que vous avez obtenu une concentration maximale par un shoot, après vous n'avez plus qu'à entretenir cette concentration par une perfusion continue. Donc ça, c'est quand même, je pense, le mode d'administration idéal. Mais chacun fait comme il veut. Hein, et on le répète à chaque fois, hein, il faut vous mettre d'accord, l'écrire surtout, pour que tout le monde fasse la même chose, et que ce soit validé par votre clin, pour que ce soit la procédure de votre établissement. Voilà. Bon, ça c'est de nature à simplifier les choses, vraiment. Oui. Alors, pour les autres molécules, qu'on utilise chez le patient pour qui les céphalosporines sont contre-indiquées. Donc, la clindamycine, le poids, la dose normale, c'est 900, ça reste 900 jusqu'à un IMC à 45, ce qui est quand même beaucoup de malades. Après, on va passer à 1200 pour un IMC entre 45 et 60 et à 1600 si l'IMC est supérieur à 60. Donc je rappelle que la clindamycine, à ces doses-là, ça ne se fait pas en IVD, hein, ça se fait en IV très lent. On retrouve les abacs de perfusion hein, sur tous les sites officiels, mais c'est plusieurs dizaines de minutes quand on est à 1200. Hein, c'est au moins 30, voire 60 minutes. Voilà. Donc faites attention à ça parce que c'est un peu cardiotoxique si on injecte trop vite. L'Agenta, c'est 6 à 7 mg kilo de poids ajusté. Et donc je vous conseille de réfléchir pour avoir dans vos smartphones ou dans vos documents informatisés de consultation hein, le calcul du poids ajusté et du poids idéal hein, pour calculer la dose de Vanco. Hein. Donc la Vanco, c'est du poids total, l'Agenta, c'est du poids ajusté. Si vous avez des abacs, c'est quand même beaucoup plus facile. Bon, en tout cas, là, c'est juste en fonction du poids du patient. Alors, faut-il modifier l'antibioprophylaxie chez le patient colonisé au niveau rectal à entérobactéries productrices de BLSE? Donc, vous savez que c'est un énorme problème, ces entérobactéries qui résistent à beaucoup d'antibiotiques, beaucoup de bêta-lactamine. Donc, les facteurs de risque d'être colonisé, hein, c'est d'avoir déjà reçu des antibiotiques au cours des semaines qui précèdent, en particulier de l'augmentin ou des quinolones, d'avoir côtoyé des gens qui étaient colonisés et d'être allé dans des zones à risque. Alors les zones à risque, hein, c'est les vacances au soleil dans le bassin méditerranéen. Bon, donc voilà. Donc les patients colonisés, on se dit que si on leur fait une prophylaxie standard, il n'est pas certain que la molécule soit efficace et soit donc une réelle prophylaxie. Donc, faut-il modifier? Donc, la question est simple. Hein. Oui, non, ou vous ne savez pas, vous avez le droit de ne pas savoir. Hein. C'est une question tout à fait nouvelle. Voilà. Alors là, j'ai lancé le quiz déjà depuis 3 minutes, donc j'ai déjà pas mal de votants. Ouais. Je les laisse encore un petit peu évoluer sur les votes. Voilà, très bien. Alors, oui, 50%. Ouais. Non, 20%. Et ne sait pas, 32%. D'accord, ok. Bon. Donc la réponse, c'est oui. Il faut modifier. Donc, il faut avoir une idée d'abord de quel est le pourcentage de patients colonisés à BLSE parmi vos patients qui vont être opérés d'une chirurgie colorectale. Donc ça, vous ne le saurez que si vous faites des études, alors relativement simples, mais peut-être un tout petit peu difficile pour les patients, hein, puisque c'est un écouvillon anal, et donc c'est pas forcément très vendeur. Hein. Donc voilà, il faut expliquer pourquoi ça va être fait. Voilà. Si vous avez plus de 10%, il faut faire un écouvillon donc, dans le mois qui précède la chirurgie, hein, de façon à pouvoir adapter l'antibioprophylaxie. Et donc, comment adapte-t-on l'antibioprophylaxie ?
eh ben, il faut trouver une molécule active sur la souche d'entérobactéries isolées. Et ça, il faut essayer de se mettre à plusieurs autour d'une table pour essayer de savoir quel va être votre choix, de façon qu'on n'arrive pas à un choix monolithique qui soit celui d'un carbapénème. Bien évidemment, tous ceux qui ont fait de la chirurgie colorectale et qui connaissent les risques de lâchage banal de suture, entre guillemets, pour banal. Si on commence par une antibioprophylaxie par un carbapénème, quand il va falloir passer en curatif, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, il faut essayer de savoir si on ne peut pas mettre autre chose. Donc méfoxin, augmentin ou tazo, ça peut marcher. Donc on essaie d'être le plus bas possible dans la gamme. On commence par le méfoxin, qui est celui qu'on utiliserait d'habitude. Et si on veut utiliser un carbapénème, le choix c'est l'ertapenem, et il y a une seule injection puisque l'ertapenem a une demi-vie très longue, et donc 2 grammes en nivellant pour la chirurgie. Bon, voilà. C'est nouveau, on n'a pas de retour d'expérience, c'est un avis d'expert, cohérent parce qu'on a eu pas mal d'infections à entérobactéries, à BLSE, et dramatique de ne pas les avoir prévenus, mais il ne faut pas que ce soit la porte ouverte à faire de l'ertapenem ou carbapénem, un autre carbapénem, à tous les malades qui ont de la chirurgie colorectale. Donc il faut vraiment bien y réfléchir. Voilà, pas de questions. Non, donc, parfait. Pour l'instant, ça va. Voilà. Bon. Donc vous voyez, pour revenir à notre patient initial, sur lequel on a vu quelques difficultés, finalement, la céphazoline 2 grammes, c'est bon, puisque l'IMC est inférieur à 50. Et puis correct, puisqu'on avait injecté 20 minutes avant l'incision, donc c'était entre 60 et 0. Donc voilà, avec cette RFE 2024 ou 2023, l'antibioprophylaxie était parfaitement conforme. Alors justement, là, il y a une question, c'est-à-dire que s'il y a un dossier en cours qui date d'avant les recommandations de 2024, montrer éventuellement la mauvaise administration d'un antibiotique parce que la recommandation précédente disait que dans cette indication, il fallait une antibioprophylaxie. En 2024, cette indication disparaît, qu'il n'y a plus d'antibioprophylaxie dans cette même indication chirurgicale. Est-ce qu'on peut, selon toi, défendre le patient et comment ? Alors, je pense qu'on peut défendre le patient, l'assurer vis-à-vis du patient de façon assez aisée, si on a un expert conciliant, ce qui est le cas d'un certain nombre d'experts orthopédistes, par exemple, et qui nous disent maintenant on ne fait plus de antibioprophylaxie, donc voilà, c'est bon. Donc eux, ils ont déjà intégré. Ça sera sûrement un peu plus difficile avec certains qui nous diront à l'époque c'était comme ça, donc c'était pas bon. Après, ce sera le travail de nos avocats qui pourront convaincre soit la CCI, soit le juge du bien fondé de notre dire qui annonce qu'il n'y a pas de responsabilité, puisqu'à l'heure actuelle, on dit que c'est pas la peine d'en faire. Donc pourquoi nous dites-nous que c'est pas bon ou le timing n'est pas bon ? Si, il est dans les... Donc c'est expert dépendant, si je comprends bien, et un message à faire passer aux internautes, c'est que finalement, ça ne justifie évidemment pas le fait de se tromper dans l'antibioprophylaxie qui va être choisie. Mais c'est une façon, dans votre défense, en tout cas c'est comme ça qu'on essaye de faire chez Branchet, dans votre défense, on va essayer de faire coller ces nouvelles recommandations en disant, vous voyez, finalement, cette erreur entre guillemets à l'époque, c'était une façon de montrer que l'assuré avait déjà anticipé les recommandations qui éventuellement sont niveau 1, c'est toujours mieux quand la nouvelle recommandation qui dit qu'il ne faut plus mettre d'antibioprophylaxie dans telle indication est de niveau 1, c'est une aide pour dire il s'est trompé, il n'y a pas eu de conséquences, c'est pas très grave, d'autant que maintenant on n'injecte plus d'antibiotiques dans cette indication. Voilà, mais simplement pour vous donner un aperçu de la façon dont on peut essayer de vous défendre. Voilà. Je pense que c'était important à préciser. Alors, quand vous allez vous plonger, on ne va pas le faire, mais quand vous allez vous plonger dans toutes les pages de ce référentiel, donc vous allez voir que toutes
tous les types de chirurgie sont évoqués, avec moult détails concernant les différentes chirurgies. Donc on ne va pas tout balayer, parce que sinon vous allez vous endormir aussi. Donc on va se focaliser sur certains types de chirurgie pour alimenter éventuellement vos questions. Bon. Donc concernant les allergies, là j'ai fait un melting pot des choix possibles. Suivant les types de chirurgie, vous verrez, c'est un peu différent. Donc s'il est allergique à la céphalosporine, ça peut être la Clinda, la Vanco, Teico ou la Janta. Si c'est le Méfoxin, c'est l'Augmentin ou la Janta plus Flagyl. Si c'est l'Augmentin, c'est Clinda, Janta ou alors le Bactrim, en particulier en neurochirurgie. Bon, voilà. Donc il n'y a pas de règle, hein, c'est en fonction du type de chirurgie. Le deuxième choix qui a été fait par les experts correspond à ces différentes molécules. Alors, neurochirurgie, c'est simple. Grosso modo, c'est simple. Si on met du matériel, il faut faire de l'antibioprophylaxie et c'est la céphalosporine. Si on ne met pas de matériel, on ne fait pas de prophylaxie. Bon, voilà. Je pense que c'est assez simple à mémoriser. Matériel, oui, pas de matériel, non. Voilà. Chirurgie du sein. Donc il y a eu à un moment un certain nombre de questions qui ont été posées à l'ASFAR concernant les mammectomies partielles ou les mastectomies partielles. Absolument. Donc le vocabulaire a changé, hein, et donc tumorectomie sans curage ou avec simplement un ganglion sentinelle, réduction mammaire, mastopexie, exérèse d'une gynécomastie, pas d'antibioprophylaxie. Par contre, si c'est une tumorectomie plus élargie, parce qu'on va faire un curage ganglionnaire axillaire, ou bien si on fait une mastectomie complète, avec ou sans reconstruction, à ce moment-là, on met une antibioprophylaxie par céphalosporine ou céfuroxime. Donc, voilà, c'est relativement simple à mémoriser. Hein. Si c'est pas volumineux ou pas total et on touche pas au ganglion, voilà, on n'en fait pas. Alors, le docteur Epner qui nous dit « Les plasticiens de terrain semblent surpris de l'abandon de l'antibioprophylaxie pour les actes de chirurgie du sein hors implant niveau 2 ». Oui. Salut Yves. Il n'y avait pas de recommandation en chirurgie plastique. Hein. C'était un fourre-tout où on disait, si c'est un ou deux de la classification, vous faites ou vous ne faites pas. Maintenant, ils ont fait une liste et je pense qu'il faut essayer de s'y tenir. On en reparlera un petit peu sûrement pour les propositions en orthopédie, hein, mais vous pouvez bien imaginer que tous ceux qui ont écrit ces recommandations, ils ne les ont pas inventées sur un coin de table, hein. Ils ont fait quand même un peu de biblio, et il n'y a sûrement pas à l'heure actuelle d'arguments pour en faire ou ne pas en faire. Donc voilà, c'est basé sur un travail sérieux. On ne peut pas... Seul dans son coin, on ne peut pas avoir d'expérience, c'est pas possible. Même si on est avec beaucoup d'expérience, beaucoup de malades, de toute façon, ça ne remplace pas une étude multicentre ou autre qui aboutit à ces recommandations. Donc je pense qu'il faut être humble, de dire voilà, la recommandation c'est celle-là, et puis on va voir ce que ça donne. Donc pas les jeter d'emblée. Voilà, désolé Yves, hein, mais voilà. Donc il y a notre ami Christian Delaunay qui dit « Les stents ne sont pas considérés comme des DMI ». Les stents ? Oui. Oui. Alors, les stents, c'est compliqué parce que les recommandations ne sont pas homogènes suivant les organes. Donc, je suis d'accord avec toi, Christian. Donc, en cardio, en vasculaire, en neurochirurgie, puisqu'ils évoquent les carotides, les recommandations ne sont pas les mêmes. Donc là, je pense qu'il faut retravailler les stents. Tout à fait d'accord avec toi. Donc vous voyez, ça c'est l'ancienne recommandation, hein, de chirurgie plastique. Hein. Donc pas d'antibioprophylaxie s'il n'y a pas d'implant, et s'il y a un implant, on fait une antibioprophylaxie. Il s'était même trompé dans les doses, hein, puisque la céphalosporine, il fallait la réinjecter toutes les 2 heures.
Donc voilà, bon, très mauvaise reco. À l'heure actuelle, on a des recos. Je ne vais pas les détailler une par une parce que ça n'a aucun intérêt. Mais vous voyez, entre un tableau qui disait classe 1 ou classe 2 et le tableau actuel où je vous ai mis toutes les recommandations, je pense qu'on a quand même fait beaucoup de travail. Donc la société de chirurgie plastique et les autres sociétés ont beaucoup bossé. Et donc, pour toutes ces situations, vous avez une recommandation. Donc, on a fait beaucoup de progrès. Il faut le reconnaître quand même. Bon. Alors, juste pour dire que je ne répondrai pas à toutes les questions, mais il y a un certain nombre de questions qui s'étonnent avec des collègues, là, docteur Segura et d'autres, qui s'étonnent, ou le docteur Tabachnik Rebillon, qui s'étonnent des changements avec... Bon, ben voilà, il y a des choses qui changent dans ces recommandations. On peut s'étonner également du changement des BMI au-dessus duquel il va falloir doubler la dose. Bon, là, il y a des explications qu'on vous a données. Je pense qu'il y a des explications pour chacune des différentes indications à l'antibioprophylaxie. Si vous voulez, on répondra plus tard sur des échanges qui pourront être par l'intermédiaire de Branchet aux différentes questions que vous vous posez. Mais là, sinon, on va prendre beaucoup de temps à ça et je pense que ça ne sera pas très intéressant pour tout le monde si vous en êtes d'accord. Moi, je pense qu'il ne faut pas être surpris qu'une recommandation change. Ça prouve qu'au moins, la science continue à avancer, les études continuent à être faites, et il y a des gens qui les lisent. Et qui se disent, bah voilà, ce qu'on recommandait il y a 10 ans, c'est obsolète, donc on va changer la reco. Donc ça, je crois qu'il ne faut surtout pas en être surpris. Après, je pense que c'est sûrement que c'était l'objet de pas mal de travaux, et qui ont abouti à ces recommandations. Donc on ne peut que féliciter ceux qui ont fait la biblio. Alors, chirurgie orthopédique. Donc je sais que là, ça pose beaucoup de problèmes, mais grosso modo, pour toute la chirurgie où il n'y a pas de matériel autre que la suture ou l'encre, on ne fait pas d'antibioprophylaxie. Bon, donc ça, je sais que ça choque beaucoup. C'est valable pour membre inf, l'épaule et la chirurgie de la main. La chirurgie de la main, on a quand même, je pense, considérablement évolué, où à un moment, on disait on ne fait jamais d'antibioprophylaxie. Maintenant, on est arrivé à quand même, si vous mettez du matériel dans une main, il faut quand même en tenir compte. Bon, donc ce qui choque, c'est la ligamentoplastie. Bon, je n'ai pas participé à cette réflexion, c'est d'autres infectiologues qui ont autant, voire plus d'expérience que moi, donc je pense qu'on peut leur faire confiance. Il n'y a sûrement pas assez d'arguments pour dire qu'il faut faire une antibioprophylaxie, donc je pense qu'il faut malheureusement appliquer le règlement, parce que c'est une recommandation, bon, qui n'a pas un haut niveau, mais enfin c'est une recommandation. Et je pense que si vous documentez, malheureusement pour les patients, un certain nombre d'infections, voilà, c'est tout, on fait marche arrière et on change la recommandation. Je vous donne un exemple qui avait suscité beaucoup de difficultés. C'est l'antibioprophylaxie des endocardites dans les gestes dentaires. Donc, il y a 10 ans, vous passiez devant le cabinet du dentiste avec une valve, il fallait déjà prendre des antibiotiques. Il faisait un détartrage, une carie, n'importe quoi, il fallait prendre une antibiothérapie. Bon. Petit à petit, on est arrivé aux patients à haut risque, c'est-à-dire ceux qui ont des vraies valvulopathies et à qui on va faire un geste dentaire invasif, toucher la gencive. Bon. Donc, nos amis anglais qui font rien comme nous ont abandonné toute la prophylaxie depuis une dizaine d'années. Donc au début, on les a un peu traités d'assassins, en disant mais ça va pas. Ils ont regardé ce qui se passait depuis 10 ans en Angleterre. Ils n'ont pas plus de morts d'endocardite chez les valvulaires qu'ils en avaient avant. Donc visiblement, c'est eux qui ont peut-être raison. Voilà, faisons des études, savoir si cette recommandation est pertinente ou pas. Je crois que toi, tu veux peut-être dire autre chose, Hervé. Non, pas autre chose, je pense que ça vient en complément. Il y a le docteur Bancolé, je vous prie de m'excuser pour la prononciation,
qui demande ce qu'on doit faire vis-à-vis de nos collègues orthopédistes, dont la société savante recommande de ne pas valider ces recommandations pour le moment. Et j'ai d'ailleurs quelqu'un d'autre, le docteur Lejac, qui dit « J'ai cru comprendre que la Sofcote n'avait pas été conviée pour ces nouvelles recommandations ». En fait, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. La Sofcote, évidemment, a été conviée à ces recommandations. Mais d'abord, vous savez qu'en orthopédie, vous ne le savez pas, mais il y a plusieurs sociétés, comme on l'a en anesthésie, le Carreau, la DARPEF, ce n'est pas tout à fait des sociétés savantes, mais c'est des gens qui ont une opinion qu'on écoute. Il y a la Société française d'arthroscopie, par exemple, etc. Bon, alors évidemment, je pense que la SFAR a demandé à la Sofcote d'avoir des représentants qui viennent discuter de l'antibioprophylaxie concernant les gestes orthopédiques. Ça, c'est une première chose. Donc oui, évidemment que la Sofcote a été conviée, etc. Maintenant qu'il y a des questions qui se posent, c'est tout à fait normal. Encore une fois, c'est une recommandation dont le niveau de preuve est un avis d'expert. Donc vous avez compris depuis le début de cette émission que ce n'était pas forcément les plus solides. Alors, moi, on était un peu étonnés parce qu'à partir du moment où on met des encres, par exemple, avant on nous disait, quand il y a des encres, il faut mettre une antibioprophylaxie. Alors, vous avez un certain nombre de réponses qui figurent sur le site de la SFAR concernant des questions qui se posent en particulier sur la ligamentoplastie. Et les experts soulignent que les encres ne sont pas considérées comme du matériel au sens matériel exogène indiquant une antibioprophylaxie. Enfin, la greffe tendineuse matérielle biologique ne nous semble pas justifier une antibioprophylaxie. Mais dès lors qu'un orthopédiste, pour une raison ou une autre, met du matériel qui n'est pas de l'encre ou pas un ligament, évidemment qu'il faudra faire une antibioprophylaxie. Je vous donne juste un exemple comme ça. Donc, pas de... comment dire ? C'est un débat entre gens intelligents, les différentes sociétés savantes, la SPILF, la SFAR et la Sofcote pour ce qui concerne la ligamentoplastie qui est celle qui est la plus discutée. Et je pense qu'on va aboutir à quelque chose de consensuel qui permettra d'avoir un avis partagé par la plupart, parce que vous savez qu'on ne fait jamais l'unanimité, c'est très rare. D'ailleurs, quand il y a l'unanimité, c'est suspect en général. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de discussion qui s'est faite. Et donc, je pense que c'est plutôt un bon signe. Il ne faut absolument pas le voir comme un affrontement entre différentes spécialités. C'est vraiment fondamental à bien comprendre. Donc, on verra comment évolueront les choses. Il y a des discussions actuellement entre SFAR, SPILF et Sofcote. Je vous propose d'attendre un petit peu pour connaître l'issue de cette question qui soulève encore beaucoup de débats et de discussions entre anesthésistes et orthopédistes. Merci Hervé. Alors, j'ai pas trouvé dans les recommandations. L'un d'entre vous m'a dit l'autre jour que oui, qu'il les avait trouvées, mais j'ai pas retrouvé. Donc, je vous signale ce qui était dit en 2018 concernant les reprises d'arthroplastie, qui malheureusement sont quand même assez fréquentes. Donc, au cours de la même hospitalisation, pour un motif non infectieux, donc un patient qui a fait un hématome ou qui se luxe sa prothèse, qui va être repris. Donc, si c'est au cours de la même hospitalisation, il faut craindre un staphylocoque résistant à la méticilline, donc résistant à la céphalosporine. Donc, il faut sûrement changer l'antibioprophylaxie, donc grosso modo passer à l'avancomycine. Si c'est une reprise septique, il était écrit, alors certains centres, certains experts, certains décideurs ne font pas ça, mais c'était écrit qu'il ne fallait pas faire d'antibiothérapie probabiliste avant qu'on fasse des prélèvements profonds, et que donc on ne fait pas d'antibioprophylaxie non plus. Le chirurgien intervient et on commence l'antibiothérapie curative en paire opératoire. C'est juste une question de quelques minutes d'écart. Bon, voilà. Mais on fait généralement qu'une seule antibiothérapie. Et les reprises tardives, donc 1 an après la chirurgie princeps. Donc là, pour des causes mécaniques, c'est la même antibioprophylaxie que l'année d'avant. Voilà, ça ne pose pas de problème. Donc c'est juste un rappel de ce qui était écrit en 2018. Mais on nous pose souvent ces questions-là, oui, je l'entends souvent te les poser, nos collègues, là, donc c'est important de fixer les choses. Oui. Alors, chirurgie urologique, donc il est marqué qu'on ne va pas revenir sur l'intérêt de l'ECBU préopératoire, donc tout le monde le sait.
il faut le faire pour intervenir sur des urines stériles ou qu'on va stériliser juste au dernier moment. Alors, il y a une phrase qui m'interpelle un tout petit peu, c'est l'antibioprophylaxie, lorsqu'elle est indiquée, sera systématiquement administrée indépendamment de l'utilisation d'une antibiothérapie curative préopératoire. Alors, c'est sûr que si vous devez faire de la céfazoline et que l'antibiothérapie curative préopératoire, c'est du claforan et de la micacine, peut-être pas la peine de faire la céfazoline. Mais bon, voilà. Juste pour dire un mot sur toutes ces recommandations qui sont là aussi très pertinentes. Là, il y avait juste une question sur la résection éventuellement de polypes vésicaux versus la résection de prostate, absence d'antibioprophylaxie pour la première, alors que la seconde, il y a une antibioprophylaxie. Est-ce qu'il y a une justification rapide qui peut... C'est pas le même organe. Dans le premier cas, pas juste un tuyau dans la vessie pour 5 minutes. La résection de la prostate, c'est un organe très vascularisé qui peut être contaminé, donc oui, ça n'a rien à voir. C'est pas Donc finalement, on a été vers quelque chose de plus logique. C'est-à-dire oui, je pense qu'on n'a pas changé pour la prostate, mais on a démontré que pour la résection de polypes vésicaux, cystoscopie, qui, je pense aussi pour un certain nombre de patients, sont quasiment de l'ambulatoire, voire la chirurgie de cabinet, parce que l'urologue est capable de faire ça dans son cabinet. Donc, ça simplifie les choses et c'est très bien comme ça. Donc voilà, ça on passe. Alors, chirurgie bariatrique et digestive. Donc là, c'est la grande valse, sans explication microbiologique. Donc, je vous rappelle, 2010, Méfoxin ou Augmentin, si le patient est allergique, Flagyl et Janta. Bon, le but, c'est de couvrir les bacilles gram négatifs, les entérobactéries et les anaérobies. Bon. 2017, attention, il y a beaucoup d'anaérobies résistants à la céfoxytine, donc Augmentin. Donc, levée de bouclier, mais l'Augmentin, c'est quand même le médicament antibiotique simple, curatif. Et donc, on a toujours dit qu'en prophylaxie, on essayait de ne pas mettre de molécules curatives. Donc, 2018, demi-tour au frein à main. Donc, Méfoxin plus Flagyl, puisque l'idée, c'était, on va essayer de couvrir les anaérobies résistants au Méfoxin. Donc, Méfoxin, Flagyl. Impeccable. Ils ont complètement disparu, les résistants. Alors, peut-être que c'est tout à fait possible. Je vous rappelle que... il y a quelques années, on avait très très peur du pneumocoque résistant à la pénicilline et il n'est jamais arrivé, il a disparu. Bon, donc peut-être que c'est la même chose pour les anaérobies, mais je n'ai pas regardé et ce n'est pas spécifié. Mais bon, toujours est-il qu'on en revient donc à la céfoxytine comme en 2010. Le point un petit peu nouveau, c'est la veille de la chirurgie colique ou colorectale, donc l'administration donc, de tobramycine et de Flagyl, pour essayer de diminuer l'inoculum bactérien intraluminal pour qu'il y ait moins de soucis. Alors, ça a été compliqué pour un certain nombre d'entre vous, parce que donc, la Tobra 200 mg, où c'est-il qu'on trouve ça? Alors, c'est une molécule injectable. Donc, je sais qu'on nous avait toujours dit dans le service que ce qui était injectable est ingérable. Donc voilà, la Tobra IV, on peut la mettre par la bouche. Alors vous trouverez sur le site de l'ASFAR une ordonnance type pour tobramycine métronidazole à remettre. Donc il faut une coordination entre le chirurgien, l'anesthésiste et le patient. Et le patient peut aller à la pharmacie de son village, trouver de la Tobra parce qu'il va finir par en avoir, et du métronidazole. Donc il y a un peu le mode d'emploi et l'ordonnance type qui est fournie sur le site de l'ASFAR. Voilà pour la chirurgie colorectale ou appendiculaire. C'est important parce que sur ces ordonnances, on est hors AMM, tu l'as dit, je pense. Oui. Donc c'est pas certain que le patient sera remboursé. Et il faut le mentionner qu'on est hors AMM. Il y a une explication sur la façon dont il faut prendre le conditionnement avec l'antibiotique dedans. Il y a des sulfites, donc attention aux allergies aux sulfites, en plus des allergies éventuellement à l'antibiotique, en l'occurrence la tobramycine.
C'est donc là, il n'y a pas de gâchis quand on va à la pharmacie parce que c'est 2 flacons, on l'a dit, de 100 mg qu'on met dans un verre d'eau. Faites attention simplement à ce que le jeûne soit respecté. Ce qui est également important, c'est que si jamais le patient n'arrive pas à être remboursé, en fait, c'est des prix qui sont relativement peu importants. Hein. C'est de l'ordre de 2-3 euros, d'après ce dont je me souviens. Ouais. Mais voilà, il faut prévenir le patient, etc. Pour le métronidazole, c'est un peu plus difficile. Je vous rappelle qu'en France, on va vers la dispensation des médicaments en nombre juste nécessaire pour ce qui convient pour le patient qui vient avec son ordonnance. Donc vous pouvez demander au pharmacien d'avoir uniquement 2 comprimés de 500 mg. Bon, soit il vous le fait, soit il ne vous le fait pas. Vous aurez essayé, là c'est pareil, là, le surcoût éventuel est peu important. Il y a du gâchis puisqu'il y a 2 comprimés qui ne vont servir à rien. Mais la tendance est plutôt à faire attention à tout ça. Donc voilà, vous pouvez vous servir de cet exemple d'ordonnance qui est très bien faite pour faire ça. Et puis si vous avez oublié de faire ça, est-ce qu'il faut rattraper en post-opératoire ou en péropératoire? C'est ce qui est demandé dans une des questions. Non, la réponse est non, hein, puisque le but c'est que l'inoculum bactérien, au moment où le chirurgien intervient, soit le plus bas possible au niveau du tube digestif. Une fois que l'intervention a eu lieu, après c'est... Non, c'est avant ou pas. C'est ça. Alors, il y a le docteur Louvel Zbitek qui dit, oui, mais actuellement sur Toulon, où elle est, probablement les pharmacies ne peuvent pas avoir Tobra. Je crois que ce n'est pas les seuls, il y en a pas mal. Il faut essayer de convaincre les pharmaciens à la fois au niveau du CHU, mais des régions également, dans toute la région qui vous concerne, d'avoir de la Tobra, parce que je rappelle que quand même, il y a un intérêt démontré. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour essayer de respecter ces recommandations. Il faut tout faire pour convaincre les pharmaciens d'obtenir les médicaments. C'est important pour les patients. Voilà. Tout à fait. Ça diminue quand même l'incidence notable. Enfin, ça diminue l'incidence de façon notable en post-opératoire des infections. Oui. Donc voilà, c'est ce que Hervé vient de vous dire. Alors, donc l'antibioprophylaxie, hein, c'est un des meilleurs moyens de prévenir les infections des sites opératoires. Je rappelle que ça concerne autant l'anesthésiste que le chirurgien, c'est-à-dire que les deux doivent s'intéresser à la question. Les deux sont responsables si jamais c'est mal fait. Et donc, on ne peut pas dire c'est pas moi, c'est l'autre. Alors, elle doit être prévue dès la consultation pré-anesthésique. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait des échanges. On a vu des dossiers catastrophiques parce que ni le chirurgien ni l'anesthésiste ne se parlent. C'est pas qu'ils sont fâchés, hein, mais voilà, il n'y a pas de dossier commun, j'en sais rien. Et l'anesthésiste ne sait pas ce qu'il doit faire parce qu'il ne sait pas ce qu'il va endormir. Et on arrive à des gestions des anticoagulants catastrophiques et des gestions des antibiotiques catastrophiques. Donc il faut que le chirurgien donne quand même une idée à l'anesthésiste de l'acte qu'il veut réaliser. Et ensuite, le consultant en anesthésie, réanimation, doit préciser sur le document de consultation si une prophylaxie est appliquée et si oui, quelle elle est, quelle dose il veut choisir. Et il ne faut pas mettre, à mon avis, 20 mg kilo pour la vanco, il faut mettre la dose, il faut faire le calcul. C'est pas à l'infirmière de faire la multiplication, c'est au médecin de le faire. S'il y a une suspicion d'allergie, il faut que le deuxième choix soit là aussi écrit. S'il n'est pas écrit, et si c'est dans une situation où c'est un peu à flux tendu, on va faire des bêtises. Donc il faut que celui qui applique l'antibioprophylaxie au bloc opératoire, il ait juste à lire quel médicament et quelle dose, préparé par les autres avant. Le seul travail de celui qui va injecter, c'est de tracer ce qu'il va faire, à quelle heure, et de façon très précise concernant l'heure. Parce que céphazoline, sur une feuille papier, ça peut faire au moins 2 heures. Hein. Donc, ce n'est pas parfait.
Donc voilà sur l'importance de l'antibioprophylaxie et donc du travail de chacun. Donc Hervé, est-ce que tu as des précisions à apporter? Des précisions, sûrement pas, parce que je ne me permettrai pas, mais simplement, c'est vrai qu'un certain nombre d'experts considèrent que l'antibioprophylaxie, c'est le résultat d'un travail d'équipe. D'autres, quand en particulier on a, et il faut que vous le fassiez, on respecte la recommandation de l'HAS de 2015 dans laquelle notre ami Patrick Georges Avordios, dans laquelle Patrick Georges était impliqué, il faut définir le qui fait quoi. Et on peut définir que ce soit l'anesthésiste qui soit responsable de l'antibioprophylaxie. Et à ce moment-là, s'il y a un problème, évidemment, ça sera focalisé sur l'anesthésiste, etc. Donc je vous encourage bien entendu à définir dans vos établissements, si ce n'est pas déjà fait, le qui fait quoi. Il faut évidemment noter l'heure, mais la dose et également la molécule, ça va de soi, on ne vous l'a pas dit, mais c'est bien de le répéter. Voilà, je pense qu'on a fait le tour d'une question importante. Alors, il y a des questions, il y avait de nombreuses questions. Il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On va essayer de les compulser pour pouvoir répondre à la plupart d'entre elles. Mais certaines se recoupaient avec ce qui avait été dit avant, etc. Donc il y a encore quelques questions qui n'ont pas eu de réponse. On vous prie de nous excuser. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment avec toi, Olivier, comme d'habitude. Et j'espère qu'on vous a un peu éclairé sur ces recommandations qui sont le fruit d'un travail extrêmement important. Alors je vous rappelle que vous pouvez retrouver le replay de l'émission ainsi que toutes les autres émissions sur le site de Brancher Solutions. Les questions chaudes du moment sont bien sûr l'antibioprophylaxie, les RPP pédiatriques et l'actualité des émissions sur Brancher TV et sur notre Instagram Brancher-du-8 TV. Voilà, et je vous donne rendez-vous et j'espère que vous ne serez pas trop fatigués le 6 mars pour une émission qui sera dédiée à l'anesthésie pédiatrique. Je vous dis, j'espère que vous ne serez pas trop fatigués parce que j'en ferai partie à nouveau avec le professeur Isabelle Constant. La thématique sera l'amygdalectomie chez l'enfant et donc restez connectés après le générique car le docteur Mathieu Clauson qui fait un travail très important chez Brancher a un message à vous transmettre à ce sujet. Je vous souhaite donc une excellente soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, Olivier, merci. Si vous n'avez pas pu assister aux 2 premiers lives dédiés à l'anesthésie pédiatrique, vous pouvez les retrouver en replay sur le site de Brancher Solutions. Notez déjà la date de notre 3e rendez-vous avec le professeur Isabelle Constant autour de la prise en charge de l'amygdalectomie chez l'enfant. Nous détaillerons les complications les plus fréquentes, saignements, douleurs, nausées, vomissements, mais aussi la problématique du recours à un centre de référence. Informez et invitez vos IAD à participer en s'inscrivant sur le site de Brancher Solutions. Cette formation contribue en effet à attester que vous maintenez vos compétences en anesthésie pédiatrique. Je vous retrouve le mercredi 6 mars à 19h30.